tous les hôtels indépendants ont monté leur prix de manière dingue. Le comportement voyageur a beaucoup changé, mais c'est aussi en partie à cause du comportement tarifaire de certains hôtels. Est-ce que cette année, on voit les mêmes trends? On a des fenêtres de réservation qui se raccourcissent de plus en plus. Mais c'est anxiogène. Il y a des hôtels aujourd'hui qui ont encore ce qu'on appelle un flat pricing, donc qui ont un tarif fixe. Là, on se dit qu'il faut aider ces hôtels indépendants à pouvoir augmenter leurs revenus, et clairement, ils n'ont pas le temps. On processe plusieurs milliards Plusieurs milliards de données par jour. par jour. Bienvenue dans ce nouveau podcast de 10 minutes pour un hôtelier, le podcast qui accueille les visionnaires qui façonnent l'hôtellerie de demain. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de Delphine de la société Lighthouse qui m'a envoyé des données ultra précises et des tendances qui racontent une histoire. Celle d'un marché hôtelier qui a littéralement changé après les Jeux Olympiques. Ce que ces chiffres montrent, c'est qu'on n'est plus dans un monde où la demande est prévisible. Les voyageurs réservent différemment. La concurrence qui ne vient plus seulement de l'hôtel d'à côté, mais aussi d'Airbnb ou d'autres formes d'hébergement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça, il faut absolument qu'on en parle. Parce que derrière la data, il y a un vrai message pour tous les hôteliers, celui de reprendre le contrôle. Avant de commencer, juste un énorme merci. La dernière vidéo a dépassé les 100 000 vues et c'est uniquement grâce à vous. Vos partages, vos commentaires, vos likes, tout ça aide vraiment le podcast à grandir. Alors si ce genre de contenu vous plaît, prenez 2 secondes pour vous abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire comment vous avez vécu l'après-JO dans votre hôtel. Ça nous aide énormément, mais surtout, ça permet à d'autres hôteliers de pouvoir également découvrir ces discussions. Allez, on est parti pour le podcast d'aujourd'hui. Salut Delphine. Salut Tony. On est chez un de tes clients? Tout à fait. Hôtel de la Nouvelle République, c'est ça? Oui, à Paris. Voilà. Alors, juste, vous commencez à avoir l'habitude. Si jamais il y a un petit peu de bruit, on est dans un hôtel. Il y a la salle de petit déjeuner qui est juste là. On a la réception qui est juste là. Donc, il peut y avoir un petit peu de bruit. Vous nous excusez, mais c'est comme ça. On aime bien faire ce genre d'interview dans des endroits comme ça. Juste avant de commencer, normalement, je fais pas ça. Mais là, je veux faire un peu un truc exceptionnel. Je voudrais que tu puisses me présenter un petit peu Lighthouse. Non pas le produit que vous faites pour les hôteliers, mais plutôt en fait, qui vous êtes et comment vous faites pour obtenir toutes les données que tu m'as envoyées, qui étaient passionnantes, de manière à ce que les hôteliers qui nous regardent après comprennent pourquoi en fait les chiffres que tu as sont pas juste sortis d'un chapeau avec un lapin. Oui, tout à fait. Alors, cette analyse, justement, elle se porte sur le post-JO en France pour les hôtels. Et en fait, c'est intéressant parce que Lighthouse a été créé en 2012, juste après les JO de Londres. Donc, c'est 3 amis qui ont eu cette idée d'apporter plus de visibilité sur la donnée de marché aux hôteliers. Donc, ça fait depuis 2012 qu'on travaille avec les hôteliers des grands groupes. Et depuis pas très longtemps, on se focus aussi sur les hôteliers indépendants. Donc notre donnée en général, on processe plusieurs milliards de données par jour. Par jour? C'est énorme. C'est du délire. Et ça va du tarif du concurrent, donc de l'hôtel qui est à côté, jusqu'à la recherche de vol ou d'hôtel sur Booking.com ou un autre site, pour vraiment aider les hôteliers à comprendre la demande et comment ajuster leur stratégie commerciale derrière. Oui, il y a donc 2-3 données. Un petit peu. Ça m'étonne pas que l'étude que tu m'as envoyée était un petit peu fournie. Alors, on se lance justement. Donc, si on rentre dans les chiffres, particulièrement, là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on fasse un focus sur le marché hôtelier français. Ouais. Le post-JO, donc on va peut-être pas encore parler de fin 2024. Bon, sauf si après tu as des chiffres, c'est avec plaisir. Mais déjà en 2025, ça se passe comment? Ouais. Alors l'année 2024, elle était inhabituelle pour le marché français avec les Jeux Olympiques. C'était très excitant pour tout le monde, mais c'est vrai que du coup cette année 2025 a été un peu surprenante avec un début un peu ralenti. Donc on est sur un premier trimestre vraiment très lent avec moins 2,9% de chute par rapport à l'année dernière. D'accord. Et quand on regarde un peu plus près les segments, on a les hôtels qui sont plutôt sur le luxe et les 5 étoiles qui là ont chuté de 7,1 à 6,5 en février et mars par rapport à l'année dernière. D'accord. Tout ce qui est milieu de gamme et 4 étoiles, c'est plutôt stable avec une croissance de 2%.
et l'économique, donc 3 étoiles et moins, lui n'a pas bougé. Donc c'est vraiment, il y a une disparité entre les différents segments. Donc tout le monde n'a pas appris les mêmes leçons en 2025 par rapport à 2024. Mais c'est marrant qu'on n'ait pas une chute globale. On a vraiment une chute alors peut-être pas l'hyperluxe, parce que 5 étoiles, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'hyperluxe, mais déjà quand même un certain standing. Mais c'est marrant, c'est vraiment la partie haut de gamme qui a chuté. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que après, si on regarde au niveau géographique aussi, on a vraiment une disparité en fonction des villes. Donc, on a analysé plus de 18 villes en France, et on en a qui s'en sortent très très bien, notamment sur l'annuel. On a des villes du sud comme Biarritz, Nice ou Cannes qui s'en sortent très bien. Je crois que Biarritz est à plus de 30% d'augmentation par rapport à l'année dernière en annuel. Ah waouh! C'est énorme. Après, les villes du Sud sont toujours très attrayantes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs qui ont probablement repoussé leur voyage en France. Est-ce qu'en fait, finalement, en 2024, comparer 2024 à 2025, pour des villes comme ça, c'est particulier? Exactement. Ouais, ils ont probablement repoussé, quoi. Exactement. De l'autre côté, par contre, il y a des villes qui ont sûrement pas réussi à canaliser cette dynamique, parce que des villes comme Strasbourg ont vu une baisse de 14% en revenus annuels, ou même Lille à moins 5% cette année. Donc, toutes les villes n'ont pas tiré les mêmes leçons de cette évolution entre 2024 et 2025. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as les chiffres, hein. Si tu les as pas, c'est OK. Mais est-ce que tu sais si justement ces villes comme Strasbourg et Lille, parce que Biarritz, clairement, on peut imaginer que 2024 a été catastrophique parce que les gens ont décalé leur voyage. Mais tu sais si Strasbourg et Lille, c'était bien en 2024 ou pas forcément? Eh ben, j'ai pas les chiffres pour Strasbourg spécifiquement en 2024, mais je pourrais t'envoyer ça après. Eh ben, génial. Si t'es OK, je les mettrai dans un petit article avec le debrief de l'interview. Ouais. Super. Alors, est-ce que on peut dire pour toi que les JO ont clairement modifié la dynamique des prix et de la demande? Oui. Et alors... J'aime ta réponse de ouf. Oui. Et c'est quelque chose où, encore une fois, on va mettre en perspective 2 types d'hôtels différents. Les hôtels de marque et les hôtels indépendants. C'est une segmentation qu'on a faite chez Lighthouse. Et on s'est rendu compte avec cette analyse que le comportement voyageur a beaucoup changé. Mais c'est aussi en partie à cause du comportement tarifaire de certains hôtels. Donc, quand on regarde les JO spécifiquement, on a vu qu'à 3-4 mois des JO, les tarifs étaient toujours plus élevés de 60% par rapport à l'année d'avant, donc à 2023. D'accord. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les hôtels de marque avaient établi une stratégie théoriquement très bien en revenue management. Donc d'avoir un tarif bas à l'avance, de pick-up, et ensuite d'avoir des tarifs plus élevés quelques jours avant les dates clés. Néanmoins, les tarifs pour les indépendants se sont comportés complètement différemment. Ils ont commencé avec des tarifs très agressifs, plusieurs mois à l'avance. Ah, attends, quand tu dis très agressif, tu parles vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Oui, c'est ça, parce que pour moi, tous les hôtels indépendants ont monté leur prix de manière dingue. Exactement. D'accord, ok, agressif vers le haut. Exactement. Et en fait, ils se sont attendus à une demande illimitée de voyageurs sur Paris ou sur la France en général, ce qui n'a pas été le cas, parce que les voyageurs ont aussi su attendre. Et donc, ça s'est résulté aux tarifs qui ont littéralement baissé très très bas quelques jours avant les JO. Et la plupart des réservations se sont faites à 1 mois des Jeux Olympiques, ce qui n'est pas quelque chose qui se passait il y a 10 ans, où on réservait assez longtemps à l'avance. Donc le comportement voyageur a attendu, a changé, et maintenant ils savent attendre pour bénéficier des tarifs plus intéressants. D'accord. Alors justement, c'est bien que tu me parles du comportement voyageur, parce que c'était un des points que je voulais aborder avec toi, parce qu'effectivement, on voit que le voyageur va être peut-être plus dans l'attente, plus dans la dernière minute, tu vois. Oui. Mais ça, c'est ce qu'on voyait l'année dernière. Est-ce que cette année, on voit les mêmes trends ou pas? Comment est-ce que tu vois là, en 2025 le comportement? Parce qu'effectivement, en 2024, c'est une anomalie. Ouais. Elle est vraiment bizarre cette année. Tu vois, je sais pas, on peut tirer des enseignements, mais pas des trends. Mais là, en 2025, tu vois quoi? Alors, le comportement voyageur est toujours le même. Il reste vraiment en last minute. On a des fenêtres de réservation qui se raccourcissent de plus en plus. Et en fait, ils ont appris, les voyageurs. Moi, la première, quand je voyage, j'aime bien booker un tarif que je puisse annuler au cas où il baisse quelques jours avant que j'arrive à l'hôtel. Et c'est ce que les voyageurs ont appris.
quand ils réservent 3-4 mois à l'avance, ils ont des hôtels de marque, bon rapport qualité-prix, pas très cher. Quelques jours avant d'arriver, les tarifs ont augmenté. Les hôtels indépendants, par contre, ils ont des tarifs qui sont assez élevés. Donc, en général, ils se font pas réserver 3-4 mois à l'avance et ils se font réserver vraiment à quelques jours de la date d'arrivée, 1 semaine à 1 mois, parce que les tarifs deviennent plus intéressants parce que les hôtels indépendants n'ont pas su ajuster leur stratégie correctement. Quand je t'entends dire ça, je me dis c'est pas évident pour les hôteliers parce que plus le délai entre l'achat et l'arrivée va se raccourcir, plus l'hôtelier va se retrouver un peu à la dernière minute. Enfin, tu vois, je me mets à la place d'un hôtelier. T'imagines si tu regardes ton planning et tu vois que la semaine prochaine, t'es vide. Oui. Mais c'est anxiogène. Et en fait, c'est là où la donnée est vraiment importante et même cruciale aujourd'hui. Et c'est quelque chose que les hôtels de marque, dont les hôtels de marque bénéficient depuis déjà des années. Ils ont des revenus managers attitrés pour 8 heures par jour pour regarder toute cette donnée de marché et pouvoir ajuster en fonction de leurs tarifs. Aujourd'hui, un hôtel indépendant, un hôtel comme celui-là, le propriétaire de l'hôtel ou le gérant de l'hôtel, sa priorité, c'est de servir le client, c'est d'être sûr que le petit déjeuner va être livré ou d'avoir répondu à tous les commentaires et les avis sur Expedia ou sur Booking.com. Mais c'est pas de changer un tarif parce que le concurrent d'à côté a fait augmenter son tarif. Donc, cette réactivité est très difficile pour les indépendants. Et donc, aujourd'hui, en effet, il faut leur donner accès à la donnée de la même façon que les hôtels de grandes marques. Et moi, c'est mon obsession en tant que product manager chez Lighthouse, c'est de pouvoir apporter ces opportunités aux indépendants qui bénéficient des mêmes opportunités de revenus que les grandes marques. D'accord. Alors, un des points qui m'a frappé dans l'étude que tu m'as envoyée, c'était l'impact massif des locations courte durée, notamment pendant les JO. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les hôtels aujourd'hui ? Et c'est très, très important de garder un œil sur du coup, ces concurrents qui ne sont pas vraiment des concurrents hôteliers, mais qui, à la fin, agissent quand même comme des concurrents. Donc, quand on regarde il y a 10 ans, on comparait son hôtel avec l'hôtel d'à côté parce que c'était la même area, c'était les mêmes tarifs à peu près, donc même expérience client. Quand on regarde les JO, il s'est passé, je crois que c'est le chiffre qui m'a le plus surprise dans toute cette analyse. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont mis leurs appartements en vente, à louer, pendant cette période des Jeux Olympiques, pour diverses raisons. Mais le résultat... Financière quand même, principalement, non ? Le résultat... Je pense pas que c'était la BA de la journée. Non, mais ça a été qu'il y ait plus de... En fait, toutes les locations qui ont été mises sur le marché, ça équivaut à 500 hôtels de 100 clés qui se seraient mis sur le marché de Paris juste pendant la période des Jeux Olympiques. Ce qui est énorme. Si demain on nous dit il y a 500 hôtels qui ouvrent pour 2 mois sur Paris... Là, tout le monde est terrorisé. Exactement. Mais du coup, tout ça, en fait, a un impact sur la stratégie tarifaire parce que au plus il y a d'offres sur le marché, au moins on peut augmenter ses tarifs puisque les voyageurs ont plus de choix. Et donc, cette apparition de location à court terme et de B&Bs sur Paris a énormément impacté le plafond de prix que Paris pouvait atteindre pendant les JO. Et alors, justement, tu penses qu'aujourd'hui, on a quand même une sorte de plafond psychologique dans les villes, même, tu vois, dans une ville comme Paris ou autre, hein? C'est exactement ce qu'on a vu pendant les JO. C'est vrai qu'en fait, les hôteliers se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas fixer des tarifs aussi hauts que ce qu'ils pensaient. Et ça montre à quel point la donnée, et pas seulement la donnée classique de « je regarde mon hôtel à côté et mes concurrents », mais vraiment la donnée de marché permet d'ajuster sa stratégie tarifaire. D'accord, ok. Et alors, j'en profite parce que c'est vrai qu'on s'est jeté directement dans le vif du sujet. Normalement, en début de podcast, je demande à l'invité de se présenter rapidement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et de manière à ce que ça puisse parler un petit peu aux gens pourquoi les chiffres que tu donnes sont un peu importants? Oui, tout à fait. Alors, je suis basée à Londres. Je suis product manager chez Lighthouse. D'accord. Ça fait 5 ans que je suis chez Lighthouse. À la base, je suis parisienne, donc c'est un plaisir d'être venue là ce matin. Et avant d'être product manager, j'ai de l'expérience en revenu management, en hôtellerie, dans plusieurs grands groupes notamment. Oui.
C'est-à-dire, parce que plusieurs grands groupes, ça peut vouloir tout et rien dire. T'as fait quoi comme... Alors, j'ai travaillé chez Accor à Dubaï, Hilton à Londres, et ensuite Oetker Collection, qui est une boîte ici, c'est chez à nous. Paris. Bien sûr, je les connais très bien. Voilà. Donc, Ah oui, d'accord. Donc, tu maîtrises un tout petit peu le... Un petit peu. Voilà, tu as fait du RM, et c'est marrant parce que tu as fait du RM pour des chaînes. Exactement. Et après, tu termines quand même sur Oetker, qui est de l'hôtellerie. Alors, c'est un groupe, mais ça reste de l'hôtellerie indépendante. Exactement. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'un hôtel indépendant, comment on définit un hôtel indépendant, c'est ceux qui n'ont pas de revenu manager. Parce que Oetker, même si c'est un petit groupe, ça reste un groupe où il y a presque un revenu manager par hôtel avec un head office. Oui. Donc, ça reste une structure quand même qui permet de dive dans la data, dans la donnée. Par contre, un hôtel indépendant comme celui-ci n'a pas de revenu manager, n'a pas de head office derrière qui les aide à faire la stratégie tarifaire. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Lighthouse. Et parce qu'on ne peut pas leur demander d'analyser la même donnée que des hôtels de marque. Ils n'ont pas 8 heures par jour pour faire ça, malheureusement. Donc, tous les hôtels indépendants à qui j'ai parlé dans les 5 dernières années m'ont dit oui, il faut que ça soit des solutions intuitives, faciles à lire, parce qu'il n'y a pas forcément que, mais peut-être qu'il y a d'autres employés qui vont devoir regarder les outils et aussi automatiser. L'automatisation, aujourd'hui, c'est clé pour leur donner le temps de pouvoir jouer avec la même donnée. Bah oui, on sait que les hôteliers indépendants, leur problème numéro 1, c'est le temps. Exactement. Le manque de temps. Alors justement, pour revenir un petit peu sur les JO, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, sur le fait d'avoir monté les prix trop, etc. Mais voilà, est-ce que tu as des pièges tarifaires que tu as pu identifier en plus de celui-là qui était juste d'avoir monté les prix trop Ouais. Ouais. Alors, j'aime bien comment tu as répondu à tout. Non, mais on sent que tu maîtrises ton truc à fond, que tu es vraiment passionné. Parce que... Oui, bien sûr, évidemment. Alors, j'adore. Non, mais... c'est super. C'est vrai que moi, c'est ma passion, les stratégies tarifaires. Et je trouve que les indépendants, ils ont une façon de faire. Moi, je me suis vraiment... je me suis mise en mode recherche de pourquoi. Parce que c'est quelque chose d'assez théorique, d'assez simple à comprendre. Si on n'a pas de réservation, on met un tarif bas, on attend d'avoir des réservations et on augmente. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas appliqué dans le monde de l'hôtellerie ou pas autant que ça ne l'est avec les hôtels des grands groupes? En effet, tu l'as dit tout à l'heure, le temps est crucial et ça leur manque. Aujourd'hui, quand on voit un hôtel à Paris, n'importe quel hôtel change son tarif 3 fois par jour. Un hôtel indépendant regarde son tarif probablement 2 ou 3 fois par semaine. On est vraiment sur des disparités énormes. Best case. Moi, c'est moins que ça. Exactement. Ouais. Et ce qui m'a le plus surpris, je pense, dans cette recherche que j'ai faite, c'est il y a des hôtels aujourd'hui qui ont encore ce qu'on appelle un flat pricing, donc qui ont un tarif fixe pour toute l'année. T'en vois encore si on est chanceux, peut-être qu'il y a un tarif par trimestre. Mais là, on se dit qu'il y a un problème. Là, on se dit qu'il faut aider ces hôtels indépendants à pouvoir augmenter leurs revenus. Et clairement, ils n'ont pas le temps. Sinon, ils seraient déjà en train de changer leurs tarifs. Donc, il faut apporter une solution pour ces hôtels-là. Mais alors, concrètement, tu es un hôtel indépendant. Comment tu restes compétitif face aux grandes chaînes hôtelières? Oui, je me doute que tu t'attendais à ma question, mais tu vois, enfin, t'as pas les mêmes moyens, t'as pas le même temps, t'as pas le même staff, t'as pas les mêmes budgets, t'as pas les mêmes outils. Comment tu fais? Oui, c'est pas facile. Si aujourd'hui je demandais à un hôtelier comme celui qui tient cet hôtel de passer 8 heures par jour à analyser la donnée, je pense qu'il rigolerait. Oui. Donc aujourd'hui, il faut regarder à l'automatisation. Il faut automatiser la stratégie tarifaire. Alors, automatiser, c'est facile. On peut automatiser avec des règles en disant si je prends 2 réservations, j'augmente de 20 €. Si je prends 3 réservations, j'augmente. Oui. Basique. C'est basique. Voilà, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux et c'est là où l'importance de la donnée est cruciale. En anglais, on a une expression garbage in, garbage out. Ouais. Si la donnée qui nourrit l'outil est de bonne qualité, alors les recommandations tarifaires seront de bonne qualité. Et en plus, là, pour le coup, on est en plein dedans avec tout le sujet de l'IA. Alors, on ne va pas partir dans tout le débat de l'IA, oui, pour, contre, ce n'est pas le sujet du podcast. Mais par contre, à ce point, on est tous d'accord. C'est que l'IA, si elle récupère des données qui sont pourries, les réponses sont complètement n'importe quoi. De toute façon, chaque outil informatique, c'est la même chose. C'est que c'est la data qui rentre qui va être clé. Exactement. Et c'est là où ça m'a vraiment intéressée de rejoindre Lighthouse il y a 5 ans.
parce que je pense que l'automatisation aujourd'hui, c'est la clé pour que les indépendants puissent bénéficier des mêmes outils que les revenue managers ou les hôtels de marque. Mais il faut que ça soit de l'automatisation bien faite. Et c'est là où Lighthouse, avec toute la donnée marché qu'ils ont, donc on parle vraiment de regarder combien de voyageurs regardent pour booker un flight ou un vol pour venir à Paris. On est vraiment sur ce genre de données. Pour que les hôtels indépendants puissent en bénéficier, il faut qu'ils automatisent tout ce process et donc ça soit fait à leur place, mais il faut qu'ils soient confiants sur l'outil qu'ils utilisent. Donc il faut que ça soit un outil transparent, il faut qu'on traduise presque comment la donnée est répercutée en termes de tarifs pour leur hôtel. Et donc ça, c'était vraiment mon travail et c'est encore mon travail sur d'autres aspects, donc tarifs, mais aussi distribution maintenant. Quel canal utiliser, à quel moment pour pas payer beaucoup de commissions à la fin du mois. Ça, c'est des problématiques aujourd'hui qui aident vraiment les indépendants à augmenter leurs revenus à la fin du mois. Et tu vois, là, on parle de la qualité des données qui rentrent. Maintenant, c'est l'éternel débat. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent que ça a été un vrai sujet pour moi à l'époque où je faisais du CRM, c'est que je voyais la qualité des données, c'était vraiment garbage in. C'était mais l'horreur. Je me souviens d'une vieille blague où la nationalité numéro 1 en France, c'était ZZ, je sais plus quoi. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était juste l'hôtelier qui dit, je sais pas quel pays c'est. La première lettre sur le clavier, voilà, c'est ZZ. C'est ça, où c'était le choix par défaut quand tu sais pas, etc. Mais tu vois là, comment on fait, quelles données récupérer en fait? C'est quoi les données de valeur à injecter dans l'outil pour que justement un hôtelier indépendant puisse après faire quelque chose, quoi? Ouais. Alors, il y a vraiment deux types de données. Il y a la donnée de l'hôtel qu'on a en général en s'intégrant avec le PMS. Bien sûr. Et ça, c'est l'hôtel qui contrôle cette donnée en fait. Donc ça, c'est la première donnée. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel outil de stratégie tarifaire utilise cette donnée. Oui. Là où Lighthouse fait vraiment la différence, c'est vraiment sur toute la donnée marché. Donc comprendre un peu la demande qui va arriver, mais aussi comment les concurrents sont déjà ajustés par rapport à la demande et d'être très réactif. Aujourd'hui, on voit que la plupart des indépendants font une stratégie à l'instinct, et c'est ce qui a mené justement à cette stratégie durant les Jeux Olympiques. Mais avoir toute cette donnée de marché permet d'être même proactif et peut-être se positionner en tant que leader sur le marché plutôt que follower et suivre les concurrents. C'est ça qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Oui, donc tu as ton propre hôtel, tu as les concurrents. Est-ce que tu vas avoir des données de trend aussi sur ton marché? Exactement. Donc, tu peux comprendre, par exemple, sur le marché de Paris, est-ce que demain, le marché de Paris est déjà à 90% de taux d'occupation ou est-ce qu'on est encore à 20% et dans ce cas-là, on va être un peu plus modéré sur le tarif. Oui, ce qui est bien évidemment, une fois que tu as ça, si tu vois que le marché de Paris est déjà 80%, mais que toi, tu es à 60%, tu dis, il y a un problème. Exactement. De l'autre côté, tu vois que le marché est à 60, toi, tu es déjà à 90. On est content. Oui, ou alors c'est peut-être que tu as vendu pas assez cher, non? Exactement. Si le tarif est aligné, ça dépend du tarif, quoi. Mais oui. Ouais, d'accord. Je reviens juste parce que là, tu disais, effectivement, les hôteliers peuvent plus le faire à l'instinct. On est d'accord. Tu vois, mais est-ce que c'est un feeling ou est-ce que c'est des chiffres concrets? Je sais que tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu de ces chiffres sur les villes qui étaient intéressants. Est-ce que tu as des chiffres là, plus sur le marché récent, par exemple? Oui, tout à fait. Si on regarde le 3e trimestre, jusqu'à fin septembre, on s'est rendu compte que la demande était vraiment volatile et c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas les bons outils de pouvoir ajuster sa stratégie tarifaire. Donc, si on regarde le mois de juin avec plus 4%, et par contre, derrière, le mois d'août qui tombe à moins 6%, septembre reprend tranquillement à presque 2% derrière, mais ça reste sur 4 mois des fluctuations quand même assez importantes en termes de demande. Et pour un hôtel indépendant aujourd'hui, si on n'a pas automatisé la stratégie tarifaire, ça reste très difficile de capitaliser dessus. Évidemment. Alors, on est d'accord, tu me parles en year to year, donc là, c'est comparé à l'année dernière. Tout à fait. Oui, par rapport à 2024. Donc, en plus, les hôteliers qui ne font que regarder par rapport à l'année dernière, vu l'année étrange qu'on a eue, ça peut pas fonctionner. Et alors, est-ce que toi, là, je parle vraiment au product manager qui a l'habitude de faire ça, quand tu vas prendre un dossier, comment tu sais que la stratégie tarifaire, elle va pas? Est-ce qu'il y a des signaux, des indicateurs, des choses, tu vois, si tu as une espèce de un top 5 là, ou top 3, je sais pas, où les hôteliers qui nous regardent pourraient se dire, ah, oui, moi, je fais ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, oulala, warning. Ouais. C'est marrant parce qu'on discutait avec Nicolas, donc qui gère cet hôtel ici juste avant.
Et c'est vrai que quelque chose que les hôteliers indépendants font beaucoup, c'est de regarder ce que font les concurrents, mais de ne pas regarder leur propre performance. Donc c'est vrai qu'un outil doit pouvoir allier les deux. Et c'était très intéressant parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait augmenter son tarif, alors qu'il avait déjà beaucoup de réservations. Donc c'est pas juste en regardant le tarif de ses concurrents, parce qu'on ne sait pas ce que les concurrents ont comme réservation on the book. Mais c'est vraiment, il faut avoir de la visibilité sur toute la donnée, y compris sa propre donnée aujourd'hui. Et c'est ça qui permettrait d'avoir une bonne stratégie tarifaire. Donc, il ne faut pas juste regarder l'un ou l'autre. Et en général, c'est ce qui fait que les hôtels indépendants n'arrivent pas à rester on top of their strategy. De leur stratégie. Toi, tu reviens de Londres. Pourtant, 10 ans à Londres, ça laisse des marques. Ouais. Je comprends. D'accord. Donc, effectivement, tu as ce côté de ne pas regarder que tes perfs ou que les perfs des concurrents. Ça, c'est un signal. Tu en as d'autres comme ça, des signaux où tu dis, tu prends ce truc-là, tu vois en 2 secondes, il y a ça qui se passe. Alors, le numéro 1, c'est les hôtels qui ont toujours ce tarif fixe dont on a parlé tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Et ça m'a beaucoup surprise, mais il y a encore beaucoup d'hôtels indépendants qui le font parce que ils n'ont juste pas le temps, en fait. Et le temps, c'est vraiment le critère numéro 1 pour pouvoir avoir une stratégie tarifaire dynamique. Donc, malheureusement, ça, pour moi, ça restera le plus gros red flag. Les hôtels qui continuent à avoir 1 ou 2 tarifs par an uniquement. Et alors, tout à l'heure, tu disais, on en voit certains aussi au trimestre. Mais pour toi, le tarif devrait fluctuer à quel niveau ? Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Enfin, c'est quoi, on va dire, un idéal pour toi ? Est-ce que tu as une sorte de ratio, quelque chose ? Oui, alors c'est pas un ratio de temps, c'est un ratio d'événement. C'est dès que quelque chose se passe. On a une réservation, pourquoi ne pas augmenter le tarif ? Si le concurrent à côté augmente son tarif ou baisse son tarif, il faut aussi savoir s'ajuster tout de suite. Et cette réactivité aujourd'hui, c'est impossible pour un hôtel indépendant. Non, puisque... moi, ce que j'ai dit, je veux dire, super Delphine, j'adore. Voilà. Très théorique, mais concrètement, l'hôtelier, il ne peut pas faire ça. Exactement. Mais les hôtels de marque ont des review managers qui font ça pendant 8 heures par jour, qui ont le nez dans la donnée et qui peuvent ajuster chaque décision à la minute ou à l'heure. Mais on revient au débat de tout à l'heure. Comment tu fais quand tu es hôtelier indépendant face aux chaînes ? Exactement. Donc, il faut automatiser. Encore une fois, l'automatisation aujourd'hui, ça va permettre aux hôtels indépendants de vraiment passer à une réactivité à un autre level par rapport à juste faire ça à l'instinct et à la fin de la journée, regarder et prendre une décision au pif. D'accord. Et alors, concrètement, en termes d'automatisation, qu'est-ce qui va être automatisé ? Juste les mouvements de prix, les ouvertures, les fermetures de champs. Parce que, tu sais, tu as cette espèce de truc utopique en mode j'ai plus rien à faire à part siroter des cocktails dans les Caraïbes et j'ai une espèce d'IA magnifique qui gère tout. J'y crois pas trop, Non. pour être honnête. Mais est-ce que jusqu'où on peut automatiser et après, ça devient trop ? Tu vois, généralement, toi, c'est quoi tes recos sur ce sujet ? C'est marrant parce que c'est exactement ce que Nicolas me demandait. Alors, en général, nous, ce qu'on voit chez Lighthouse, c'est que plus de 70% de nos clients sont en ce qu'on appelle autopilot, donc complètement automatisé leur stratégie tarifaire. Alors, mais donc quoi, ils regardent même plus le back-office ? Donc, ils automatisent complètement toute l'année et ensuite, ils ont quelques dates clés qu'ils vont garder sous contrôle. Donc, par exemple, la Fashion Week à Paris, ils vont garder le contrôle sur ces jours-là et ne pas l'automatiser. Donc, quand on dit automatisation, ça veut dire que le système va, toutes les heures, rafraîchir la donnée des concurrents, la donnée de l'hôtel, toute la donnée marché qu'on a, prendre une nouvelle décision chaque heure, ce qui est impossible aujourd'hui pour un hôtel indépendant, et pousser ce nouveau tarif dans le PMS de l'hôtelier, donc sans que l'hôtelier n'ait besoin de faire quoi que ce soit. D'accord. Maintenant, sur les dates clés, en effet, comme la Fashion Week ou même le Nouvel An, on a beaucoup d'hôteliers qui veulent garder le contrôle. Et donc, c'est là où c'est intéressant de travailler sur des hôtels indépendants. Il faut leur donner cette automatisation, mais aussi qu'ils puissent garder le contrôle sur le tarif de leur hôtel. Mais tu vois, là ça répond à une vraie question, je trouve, c'est que ce côté automatique, même s'il est magnifique sur le papier, pour moi, il reste très utopique, dans le sens qu'il y a un moment, la machine, elle va pouvoir gérer 80% des cas, mais tu as des cas exceptionnels. Typiquement, Fashion Week à Paris, c'est un cas exceptionnel où tu vois Notre-Dame qui brûle, c'est horrible, mais c'est un cas exceptionnel. Le changement, je sais pas, d'une finale où, tu vois, la France est qualifiée pour... Mais c'est là où il ne faut pas oublier qu'à la fin, l'hôtelier saura mieux que n'importe quel outil. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur donner
un outil qui est intuitif pour qu'ils puissent rapidement prendre une décision s'ils ont besoin. Notre-Dame qui brûle, il faut agir dans l'heure. Par contre, sur les jours où il ne se passe pas quelque chose d'exceptionnel tous les jours, donc sur les jours où c'est business as usual, là par contre, il faut qu'ils puissent agir très rapidement et automatiser sans forcément avoir le nez dans le système. C'est ça, de manière à avoir vraiment le juste milieu. Il y a peut-être des jours où il y a moins de chiffres à aller chercher. Exactement. C'est OK si une machine gère. Et par contre, sur les points où il y a besoin d'une ultra opti, il y a quand même une forme d'instinct, tu vois, de connaître ton propre produit, ton auto, etc. En fait, c'est vraiment ce juste milieu. Et tu vois, en fait, c'est marrant que tu me dis ça parce que je trouve c'est vraiment une discussion, c'est la même qu'on entend sur l'IA en ce moment, en disant c'est super d'utiliser l'IA, mais sur certaines choses clés, en fait, c'est toi qui dois le piloter, etc. Et en fait, c'est le mélange des deux. Et tu gagnes du temps sur les tâches répétitives de manière à être plus dispo sur les moments où il y a vraiment besoin de toi, quoi. Exactement. En fait, c'est vraiment ça que j'ai compris en interviewant beaucoup d'indépendants. C'est leur hôtel, il y a une attache sentimentale à leur hôtel, autre qu'un revenu manager qui est embauché pour faire le job pendant 1 ou 2 ans, il va changer d'hôtel. Là, il y a vraiment... Attention, tu vas te faire des ennemis, là, Delphine. J'ai été revenu manager et il n'y a pas cette attache sentimentale par rapport à si c'est ton hôtel. Et à la fin, c'est toi qui gardes les portes ouvertes de ton hôtel. Bien sûr. Et pour ça, il faut du revenu à la fin de l'année. Donc, on ne parle pas seulement d'optimiser le revenu pour optimiser le revenu. Pour un hôtel indépendant, c'est très concret. Ça veut dire... Est-ce qu'on peut embaucher un staff en plus à la fin du mois ou est-ce qu'on peut rénover une partie de notre hôtel pour le garder au goût du jour et continuer à avoir cette excellence expérience client. Et bien sûr, mais en même temps, c'est le principe de tout chef d'entreprise, c'est ton bébé. Exactement. C'est ton bébé et c'est pas juste un job que tu fais où ton but c'est d'avoir des bons KPI. Et c'est pour ça que le contrôle est différent par rapport aux hôtels de marque. Bien sûr. On arrive à la fin de cette interview qui était passionnante. J'ai bien aimé toute cette partie de détecter les signaux, les red flags, les chiffres que tu as donnés où on nous permet de voir qu'est-ce qui a bougé, pas bougé, etc. Maintenant, sur la conclusion, un petit moment dramatique. Tadadam. Si toi, tu devais tirer une leçon unique de ces JO 2024, peu importe si c'était bien ou pas bien, on va pas rentrer là-dedans, mais une leçon qui va te permettre de préparer 2026, le RM qui est en toi. Non, mais enfin, pour les RM, que ce soit pour de l'hôtellerie indépendante, de la chaîne, pour des propriétaires, quelle leçon? Alors, je pense que... C'est une bonne question, moi. C'est une très bonne question, mais je pense que l'évolution de l'accessibilité de la donnée va faire que les choses vont aller encore plus vite. D'accord. Les décisions vont devoir être prises encore plus vite. La demande va être de plus en plus volatile parce que si les hôtels ont plus de données, les voyageurs aussi, ils peuvent faire des décisions un peu plus informées. Ouais. Et du coup, je pense que cette fenêtre de réservation ne va faire que se raccourcir malheureusement. Et donc, c'est là où c'est important pour les revenue managers qui en prennent déjà, qui déjà ont les outils qui leur permettent de pouvoir ajuster leur stratégie. Mais encore plus pour les indépendants, et je suis peut-être biaisée parce que j'aimerais pouvoir les aider, mais vraiment à penser à l'automatisation comme quelque chose qui peut les aider à, gagner du temps pour se concentrer sur ce qu'ils aiment faire à la base, c'est-à-dire être hôtelier, et de 2, pouvoir bénéficier de la même donnée, de la même qualité de données et quantité de données qui pourraient leur permettre d'améliorer leur stratégie commerciale, parce que on parle pas seulement de la stratégie tarifaire, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a accessible. On parle aussi de la stratégie de distribution. Donc vraiment, toute cette stratégie commerciale et pas juste tarifaire, pour un indépendant, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Donc, je pense que les 2 leçons, c'est la demande va être beaucoup plus volatile. Et pour répondre à ça et ne pas être complètement paniqué, je pense que pour les indépendants, l'automatisation sera la clé vers le succès. D'accord. Et alors, tu vois, moi, j'ai envie de finalement détendre un peu. J'ai dit on était sur la fin du podcast, mais tu vois, ça me soulève une autre question parce que, alors, il n'y a rien qui est fait. Mais quand on voit toutes les évolutions qu'on a sur l'IA en ce moment, notamment, tu vois, par exemple, les AirPods qui vont traduire, toutes les séries des lunettes, tu vois, avec réalité augmentée, où tu peux voir le sous-titre et ça te traduit ce que la personne te raconte, etc. Moi, j'ai le sentiment que le monde du voyage est au début d'une révolution où, en fait, on va avoir toute une partie de la population qui ne pouvait pas voyager avant,
Mais tu vois, il y a eu l'ère des low cost qui ont permis d'un coup de pouvoir voyager, mais il y a aussi les problèmes de la langue. C'est que tu as des gens qui ne parlent pas bien anglais, qui ne parlent que leur langue, mais qui demain vont pouvoir voyager. Donc en fait, tu vois, quand tu parlais de ce côté où là, ça va aller encore plus vite, en fait, pour moi, il va y avoir une telle augmentation de la demande, tu vois, que tu vas pas pouvoir, humainement, ce sera pas possible de pouvoir suivre ce rythme-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et même en termes de tarifs, ça va être une guerre aux meilleurs tarifs parce que à la fin, aujourd'hui, on est limité par le côté humain de changer nos tarifs toutes les heures. Demain, si c'est l'IA qui change les tarifs et les voyageurs qui demandent à l'IA de scanner tous les hôtels du marché sur lequel ils veulent aller pour avoir le meilleur tarif, à un moment, il va y avoir une compétition, mais c'est à celui qui sera le plus rapide, qui a la meilleure offre au bon moment. Et c'est là où il faut que les hôtels indépendants prennent le train en marche et adoptent des outils d'automatisation. Sinon, demain, ça va être catastrophique pour eux. Donc, c'est là où, aujourd'hui, ils peuvent encore faire changer les choses. Parfait. Eh ben, écoute, c'est une belle note pour la fin. Et vraiment, je te remercie pour ta venue. C'était passionnant, tous les chiffres, etc., tout ce que tu as pu me donner. Si jamais les gens veulent te contacter, est-ce que tu es d'accord de me donner tes coordonnées pour que je les mette en description? Oui, tout à fait. Eh ben, génial. Parfait. Delphine, j'espère te revoir bientôt ici. Merci, Tony. Super. Eh bien, voilà, c'était une discussion passionnante avec Delphine de Lighthouse. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le liker, mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, je suis très intéressé que vous, hôteliers ou hôtelières, vous puissiez me partager comment est-ce que vous avez vu l'évolution de votre marché post-JO. Vous savez, en fait, je lis tous les commentaires, tous les messages que vous m'envoyez sur LinkedIn, tous les mails que vous m'envoyez, et c'est très souvent en fait vos retours qui m'inspirent sur les prochains épisodes. Et si vous faites partie des visionnaires de l'hôtellerie, que ce soit dirigeant, revenu manager ou acteur de la tech, peu importe, et que vous aussi vous contribuez à faire évoluer le secteur, j'aimerais vous recevoir ici. Vous pouvez me contacter directement à l'adresse email qui s'affiche à l'écran, et vous pourrez partager votre parcours, vos idées, votre vision du futur de l'hôtellerie. Merci encore à tous pour votre soutien. Le podcast continue de grandir et c'est grâce à vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.